Beetlejuice, et c'est tout. Salut à tous! Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler évidemment de la suite de Beetlejuice, sortie il y a maintenant presque 2 semaines, réalisée à nouveau par Tim Burton, avec au casting de nouveau Michael Keaton dans le rôle titre, Winona Ryder dans le rôle de Lydia Dietz, Catherine O'Hara dans celui de la belle-mère, et également au casting des petits nouveaux dont Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux ou encore Monica Bellucci, et oui, la nouvelle muse du grand Tim. Et donc le résumé en quelques mots, après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente plutôt rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Et tandis que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que le démon farceur ne revienne à nouveau semer la pagaille. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir ce film et ensuite de vous en parler? Eh bien, parce que, comme je l'avais dit lors de ma vidéo critique sur le premier volet que vous pouvez retrouver ici, eh bien, j'étais à la fois, bon, je ne trépignais pas d'impatience à l'idée, d'une suite, mais quelque part, j'étais plutôt curieux parce que sans être mon Tim Burton préféré, Beetlejuice est pour moi, un film assez important dans sa carrière, dans la mesure où, comme je l'ai dit, hein, c'est, pour moi son premier vrai grand film. Alors oui, je sais, il y a eu Pee-wee's Big Adventure qui est son premier film, mais je dirais que Beetlejuice est, véritablement le premier film burtonien dans la mesure où, c'est vraiment le film dans lequel il crée en quelque sorte ses futures obsessions de créateur, d'auteur, qu'il met en place tout son univers décalé, etc. Et donc oui, j'attendais un peu de voir cette suite. Alors globalement, quel est mon avis? Eh bien, je dois vous avouer que, j'ai vu le film 2 fois en salle, raison pour laquelle je fais, ma critique un petit peu tardivement. Et alors en général, voilà, quand je vais voir 2 fois le même film, c'est soit tout simplement que je l'adore, hein, comme ça a été le cas, d'Avatar 2, et oui, ou alors tout simplement pour, peut-être le réévaluer. Alors, après l'avoir vu une première fois, je dois dire que j'étais quelque peu, mitigé. Voilà, il y avait certaines petites choses, et il y en a encore quelques-unes d'ailleurs qui me chiffonnent un peu, sur lesquelles je vais revenir tout au long de cette vidéo. Mais, honnêtement, assez bizarrement, je me suis beaucoup mieux amusé, voilà. Et honnêtement, je l'ai beaucoup mieux apprécié, mais je vais vous dire tout ça, dès maintenant. Alors déjà, en premier lieu, ce qui me chiffonne, je vais commencer par là, c'est que le film, je trouve, met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à démarrer. Bon voilà, le film dure, un peu comme le premier, quoi, je vais dire, voilà 1h40, rien plus long que le premier. Mais, voilà, je trouve que la première demi-heure, alors vous me direz forcément, il faut savoir que c'est quand même ça fait partie de ces suites tardives, hein. On est quand même 36 ans après la sortie, du premier Beetlejuice, et que donc forcément, il faut un peu, replanter le décor en quelque sorte, hein, un petit peu resituer les personnages, voir ce qu'ils sont devenus, etc. Et alors, j'ai envie de dire à ce niveau-là, voilà, c'est pas plus mal de revoir un peu ce qui est devenu Lydia, de voir qu'elle est devenue mère de famille, quelles sont les relations qu'elle a eues avec sa fille, de voir aussi comment se sont arrangées ses relations avec sa belle-mère, qui n'était pas vraiment au top dans le premier volet. Alors sur ce niveau-là, pas de problème, mais par contre, c'est pour le reste, on se retrouve avec toute une série de sous-intrigues qui s'entremêlent un peu les unes les autres. Voilà, donc on a d'un côté tout l'arc narratif autour de Lydia et de sa nouvelle vie en tant qu'animatrice télé à succès, qui est sur le point de se marier avec le pire des neuneux, voilà, on peut le dire comme ça, hein, joué d'ailleurs très, très bien joué par Justin Theroux. On a d'un côté le parcours de sa fille Astrid, hein, jouée par Jenna Ortega, et puis de l'autre côté, on a le monde de l'au-delà, on voit ce qui est devenu Beetlejuice qui s'est reconverti en une espèce d'homme d'affaires véreux, et oui, à Beetlejuice qui, rappelons-le, est l'anti-héros ultime. On apprend l'existence d'une ex-femme de Beetlejuice qui est revenue donc pour prendre sa revanche sur lui, on va dire, donc revenante, donc répondant au nom de Dolores et jouée par Monica Bellucci.
On a également une autre intrigue dans laquelle Astrid fait la connaissance d'un garçon en apparence très charmant, mais en apparence seulement, hein, je n'en dis pas plus. Et donc, on a tout ça qui vient s'entremêler, comme si Burton nous disait que, ben voilà, comme si ben, il passait son temps durant la première demi-heure du film à nous dire un petit peu tout ce qui va nous être raconté. Le problème, c'est que c'est voilà, je veux dire, il y a des moments, je vais dire, où on est content. Bon, voilà, toutes les séquences de l'au-delà, ça, je tiens à le dire, sont vraiment, enfin, voilà, sont une merveille d'inventivité et de créativité. Et là, à ce niveau-là, on peut dire que Tim Burton n'a aucunement perdu la main. Mais du côté des vivants, alors oui, je sais, Tim Burton n'a jamais été trop fan du monde des vivants, hein, que ce soit, je l'avais déjà dit lors de ma vidéo sur le premier Beetlejuice, dans les noces funèbres, où vraiment on a le monde des morts, chez qui tout est coloré, tout est festif, tout est joyeux, et le monde des vivants, tout est déprimant, les gens tirent la tête, enfin, etc. Et c'est un peu comme si ici, voilà, il s'amusait plus littéralement dans le monde des morts, hein, de l'au-delà, donc le monde de Beetlejuice, et que chez les vivants, ça l'embêtait un petit peu, quoi. Mais passé ça, donc, eh bien, très vite, une fois qu'on a perçu les intentions de Tim Burton, eh ben, je trouve que le film passe mieux. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que Tim Burton évite, et ça j'ai envie de dire Dieu merci, les pièges de la suite en mode revival, nostalgie, qu'on se tape, passez-moi l'expression, mais depuis maintenant ben, presque une décennie, hein, je veux dire. Hein, avec notamment, bah, je vais dire, voilà, Star Wars épisode 7 ou Creed, ou j'ai même envie de dire plus récemment Top Gun Maverick que j'ai bien aimé, mais qui, ne nous voilons pas la face, était quand même un gros revival nostalgique, non seulement du premier Top Gun, mais également, bah, j'ai envie de dire, de toute la décennie 80s, hein, la décennie 80. Et alors ici, bah, Tim Burton nous fait comprendre que voilà, lui, la nostalgie, ça ne l'intéresse pas. Alors oui, comme je le disais au début, bah, il replante un peu le décor parce que forcément, 36 ans d'écart entre deux films, bah, il faut bien, bah, voilà, les personnages ont grandi, évolué, les acteurs ont vieilli, donc forcément, il faut bien faire revivre un petit peu tout ça. Mais surtout, voilà, il n'y a pas de fanservice intempestif ou de coup de coude adressé aux spectateurs en mode «Et tu vu comme c'était bien? T'as vu? Bah, ce que t'as aimé il y a 36 ans, bon, on va te le remettre maintenant, là, maintenant, tout de suite». Il évite absolument tout ça et j'ai même envie de dire qu'on est en plein bas de jouvence, voilà. Alors pourquoi est-ce que selon moi ce Beetlejuice est un bas de jouvence? Ben, dans la mesure où Tim Burton revient à ses débuts comme pour mieux se retrouver en quelque sorte. Se retrouver et se questionner sur ce qu'il est devenu, lui, Tim Burton le créateur, Tim Burton l'auteur. Parce que je rappelle quand même que, ben voilà, depuis quelques années, hein, on a tendance à dire que Tim Burton est créativement mort, enfin, en tout cas aux yeux de la critique, qui ne fait plus rien de bon depuis 20 ans. Alors sans aller jusque-là, bah, c'est vrai que bah, de mon point de vue, le dernier pour moi vrai grand film de Tim Burton, enfin, qui est même pour moi mon Tim Burton préféré avec Ed Wood, c'est Sleepy Hollow. Sleepy Hollow bah, qui va tout doucement sur ses 25 ans, hein, qui est sorti fin 99, 99 aux États-Unis, début 2000 en Belgique et en France. Mais je continue à me dire que voilà, mais ça je l'avais dit lors de ma vidéo sur le premier Beetlejuice, que même si les films qui ont suivi sont très inégaux, je trouve que voilà, dans Sweeney Todd, dans son remake animé de Frankenweenie, ou autre, il y avait quand même, voilà, on sentait qu'il y avait quand même un côté voilà, un côté burtonien qui ressortait, voilà, de temps en temps, hein. Je pense notamment, voilà, à Sweeney Todd, où je trouve qu'il avait quand même réussi à s'imprégner de l'aspect comédie musicale pour en faire son propre truc à lui. Et après, oui, c'est vrai qu'il s'est un peu perdu avec La Planète des Singes, qui reste pour moi une grosse catastrophe, un gros point noir de sa carrière, mais également avec les Alice au Pays des Merveilles, alors avec Dumbo et autres. Et donc, on sent que Burton, à la fois, il a des comptes à régler, à la fois avec la critique, hein, comme je le disais, mais également avec Disney,
Disney qui sera taclé, ben voilà, le temps de quelques dialogues entre Lydia et son nouveau prétendant, hein, joué par Justin Theroux, où, à un moment donné, elle lui dit, alors je me rappelle plus très bien de la phrase, mais c'est en gros, ben, quand on se faisait des soirées Disney, tout ce que Astrid retenait, c'est Cendrillon. Voilà, donc on sent que, bon, même s'il a pas mal bossé pour Disney, hein, faut bien le dire, Dumbo, Alice, et même L'étrange Noël de Monsieur Jack, bon, qui n'a pas été réalisé par lui, par Henry Selick, sur lequel il a bossé, mais L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est quand même estampillé Disney, hein, faut bien le dire, ben, on sent que, voilà, toute cette relation amour-haine, il a envie d'en tirer quelque chose, voilà. Et donc, c'est un petit peu comme s'il nous disait que voilà, maintenant, il veut revenir à son côté sale gosse, à son côté ouvertement décalé, parce que je rappelle quand même que le premier Beetlejuice, c'est un film qui, ben, voilà, qui partait aussi dans tous les sens. Alors c'est vrai que ici, dans la suite, j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de sous-intrigues, etc. Mais dans le premier Beetlejuice, on avait quand même, je le disais, une intrigue linéaire, voilà, qui était deux morts qui voulaient chasser les nouveaux possédants de leur maison, en quelque sorte. Alors oui, ça partait dans tous les sens, hein, tous les délires possibles, mais voilà, il y avait, je vais dire, il y avait une ligne claire. Et donc on sent qu'ici, à travers cette suite, ben, Burton a envie de se questionner, enfin je veux dire, sur lui-même, tout en redevenant en quelque sorte ben, le sale gosse qu'il est un petit peu à ses débuts, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, que vraiment pour moi, dans l'au-delà, ben, pour moi, c'est vraiment les séquences de l'au-delà qui sont les plus réussies, et pas seulement esthétiquement. Il y a, j'ai presque envie de dire que dans toutes les séquences se déroulant dans l'au-delà, il y a une idée de mise en scène par plan quasiment. Alors j'ai pas envie de trop en dévoiler pour que vous conserviez quand même les différentes surprises du film, parce qu'il y en a, mais il y a quand même quelques gros clins d'œil. Ben, il y a un gros clin d'œil notamment, je pense, au film Brain Dead de Peter Jackson, si vous ne connaissez pas, qui est une... Bon, voilà, il est étiqueté film d'horreur, mais pour moi, c'est surtout une énorme comédie horrifique, bon, qui est très gore, très violente, très potache, mais qui est aussi bourré d'humour noir. Et il y a un gros clin d'œil à Blinded avec une séquence d'accouchement et de bébé. Enfin, j'en dis pas plus, mais si vous avez vu le film, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Alors, il y a également, j'en ai pas encore parlé, mais même si on a une partie du casting original qui revient, bah, forcément Winona Ryder et Catherine O'Hara, eh bien, Jeffrey Jones qui n'est pas présent parce que l'acteur a connu de très graves déboires judiciaires, et donc Burton, bah, pour ce faire, parce que oui, on parle encore un peu de lui, Jeffrey Jones qui jouait le père de Lydia, donc Charles Dietz, eh ben, Tim Burton a eu l'idée, bah, non seulement de recourir au cinéma d'animation, et également, alors je suis désolé, je vais devoir un petit peu spoiler, mais ça fait partie un peu de l'intrigue. Voilà, donc le père de Lydia, Charles, décède dans des circonstances, bah, on est chez Tim Burton, hein, à la fois décalé et tordu, et alors Burton a l'idée de faire revenir ce personnage d'une manière complètement incongrue, et c'est là que vraiment on reconnaît tout le génie burtonien, c'est qu'on est partagé à la fois entre l'horreur pure, l'humour noir et le côté ultra décalé, quoi. Donc, et c'est ce qui fait que justement Burton, bah, n'a jamais, enfin Burton, tout en pratiquant un humour noir et un côté, je le disais, un peu sale gosse qui part dans toutes les directions, dans tous les sens, bah, a quand même su rester grand public. Parce qu'il a envie, et ça se sent, hein, de faire partager tout ça à son public. Donc voilà, donc vraiment pour moi, une très belle parade pour faire revenir en quelque sorte le personnage de Charles, hein, donc de Jeffrey Jones, qu'il ne pouvait légalement pas faire revenir. Voilà. Et alors à côté de ça, on a aussi une autre très belle séquence où pour le coup on en sait un petit peu plus sur le passé de Beetlejuice, qui renvoie directement au cinéma de Mario Bava. On le sait, à Burton, c'est un enfant de, on l'a dit assez, hein, de l'expressionnisme allemand, de la Hammer, également des films de la Universal Monster, les Dracula, Frankenstein et compagnie. Et alors ici, clairement, il rend un vibrant hommage à Mario Bava. On pourrait même dire à l'un de ses chefs-d'œuvre qui fait partie de mes films préférés, Le Masque du Démon, où d'ailleurs Burton pousse très loin les curseurs en allant jusqu'à faire parler Beetlejuice italien. Donc on a Michael Keaton qui se met à parler en italien le temps d'une séquence, dans un noir et blanc d'ailleurs très beau, et qui pourrait tout droit sortir d'un film
des années, j'ai envie de dire des années 30, quoi, ou même, on peut le dire, d'un film de Mario Bava. Donc voilà, donc je le disais, on sent que Burton, ici, il a envie de nous montrer qu'il a retrouvé sa liberté d'antan, qu'il est libéré du carcan Disney, qui l'empêchait un peu de se lâcher, hein, on peut le dire, et que maintenant il laisse libre cours à toute sa créativité, toutes ses envies, je vais dire, de mise en scène, quitte à parfois peut-être jouer un peu avec les extrêmes, mais comme je le disais, bon voilà, Burton fait quand même partie de ces grands auteurs grand public, hein, dont on peut, avec lesquels on peut compter, donc James Cameron ou Sam Raimi, donc des auteurs reconnus par la critique, par les cinéphiles, mais qui plaisent également beaucoup au grand public, et donc il en est conscient, et donc c'est pour ça que même s'il y a des séquences qui sont très graphiques et très macabres, et même je dirais un petit peu plus poussé à ce niveau-là que dans le premier, mais ça ne va jamais trop loin, ça ne va jamais dans la violence ou voilà. C'est pas, ça ressort pas, je vais dire, bon, je faisais tout à l'heure référence à Braindead, mais voilà, la différence de Braindead, il ne va pas dans la violence, quoi, voilà, pour le dire comme ça. Et donc c'est en ce sens que j'ai envie de dire que ce Beetlejuice, plutôt que de se présenter comme une suite revival nostalgie comme on en a depuis presque une décennie. Cette fois, c'est un vrai bas de jouvence qui permet donc à Tim Burton de se lâcher comme en bon vieux temps, de repartir de son vrai premier film pour mieux se remettre en question, se questionner sur lui-même et surtout se faire plaisir. Là, on sent que voilà, il est libre de pouvoir faire ce qu'il veut, que la Warner lui fait confiance, parce qu'il faut savoir que cette suite de Beetlejuice, elle sort pas non plus complètement nulle part. Elle était en chantier depuis quasiment la sortie de l'original, hein, donc depuis 1988. La plus célèbre de ces suites, entre guillemets, s'intitulait Beetlejuice Goes in Hawaii, mais n'a jamais pu se faire pour des raisons d'agenda, etc. Michael Keaton est entre-temps devenu une superstar, Winona Ryder aussi, hein, bon. Et donc du coup, voilà, il aura fallu attendre un petit peu plus, 36 ans quasiment pour que, cette suite voie le jour, et honnêtement, j'ai envie de dire, ça valait bien le coup. Malgré, comme je le disais, quelques petites réserves, hein, bon, le fait que le film, je vais pas revenir là-dessus, hein, mais une bonne demi-heure avant de vraiment se mettre en place. Le fait aussi que, ça je ne l'ai pas dit, mais que pas mal de sous-intrigues sont très vite expédiées. Mais j'ai envie de dire, en 1h40 de film, nous raconter 4 sous-intrigues, j'ai envie de dire, même maintenant, avec des films de 3-4 heures, même avec 6 ou intrigues dedans, on n'arrive déjà pas à les conclure. Alors ici, dans un film d'1h40, c'est... Mais j'ai envie de dire, ici, on pardonne plus facilement parce qu'on est vraiment, à la star du premier, dans un film qui part dans tous les sens, qui est complètement déjanté. Et on sent d'ailleurs également, je parlais tout à l'heure du plaisir de Tim Burton de retrouver son univers, mais il y a également le plaisir des acteurs. Alors évidemment, Michael Keaton dans le rôle titre, bon, même si on sent que bon, il avait 35-36 ans à l'époque du premier. Ici, il en a 72-73, hein, donc forcément, il est beaucoup plus vieux, mais il reste toujours, voilà, dans toute son énergie. On sent que qu'il n'est pas là que pour le chèque, que voilà, il s'amuse, il s'éclate, comme pour l'original. Alors oui, il cabotine, mais comme je l'ai dit pour le premier, c'est normal. On est dans Beetlejuice, on est chez Burton, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et c'est dingue de voir qu'il est capable de retrouver la même énergie, le même plaisir que qu'il n'avait pas eu lorsqu'il a repris son rôle de Batman dans The Flash de sinistre mémoire, sorti l'an dernier. Keaton qui avait d'ailleurs avoué qu'il n'avait accepté de reprendre le rôle que pour l'argent, quoi. Alors ici, c'est en partie le cas peut-être aussi pour Beetlejuice, mais on sent que le plaisir est beaucoup plus intensif, je vais le dire comme ça. Et alors on a également, oui, Winona Ryder. Alors Winona Ryder qui après une bonne traversée du désert, avait déjà fait un beau retour dans la série Stranger Things et qui ici reprend l'un de ses rôles cultes avec Lydia. Là aussi, hein, on sent qu'elle est contente d'être là, qu'elle se fait plaisir. Et Catherine O'Hara, de nouveau, voilà, dans le rôle de la belle-mère, qui a rien moins insupportable que dans le premier, qui a mûri d'une certaine manière, hein, les relations entre elle et sa belle-fille ont un petit peu mieux évolué, mais Burton est resté fidèle à l'original, hein, en gardant, je vais dire, le côté comme ça un peu artiste incomprise de la belle-mère.
Voilà. Et alors parmi les petits nouveaux, j'ai envie de dire, on a Willem Dafoe. Alors c'est vrai qu'on va pas se mentir, Willem Dafoe sert pas vraiment à grand chose dans l'intrigue, mais son personnage est assez drôle, hein. Je veux dire, un acteur mort qui était tellement à fond dans son rôle, dans son rôle de flic, qui se prend pour un vrai flic, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Puis Willem Dafoe en mode décalé, quoi de mieux, j'ai envie de dire. Et alors on a, et ça pour moi vraiment, c'est un peu la cerise sur le gâteau, Justin Theroux dans le rôle du fiancé de Winona Ryder, qui est l'archétype du mec tête à claque, qui veut faire le bien autour de lui, mais qui est tellement collant, qui est tellement cuculapraline qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il se barre au plus vite, et enfin voilà, mais ça j'ai envie de dire, Burton, voilà, il a toujours su bien mettre en avant ses personnages, hein, que ce soit les Freaks comme Édouard aux mains d'argent, ou le pingouin de Batman, ou Mr. Jack, ou quoi d'autre, hein, des personnages comme ça, un peu paria, mais qu'il arrivait à rendre attachants et même meilleurs que les êtres dits normaux. Et même manière qu'il arrivait à rendre insupportable certains personnages qu'on a, je le disais, bien tête à claque, voilà. Et donc, tout ça pour vous dire, et je en resterai là-dessus, que à la revoyure, ce Beetlejuice constitue une vraie bonne surprise. Alors, j'irai pas jusqu'à dire, comme certains de mes confrères, que c'est le meilleur film de Tim Burton en 25 ans, parce que voilà, pour moi, il y a quand même, bon, le film est quand même perfectible sur quelques petits points, mais j'ai envie de dire que voilà, ça reste du très bon divertissement. La réalisation, comme je le disais, est aux petits oignons. Burton est heureux d'être là et ça se sent. Michael Keaton est heureux d'être là, ça se sent. Winona Ryder, pareil. Catherine O'Hara, j'en parle même pas. Donc vraiment, on a vraiment un film dans lequel tout le monde s'amuse. Les acteurs, le réalisateur, le spectateur, dans lequel Burton, tout en s'amusant, se questionne sur lui-même, sur ce qu'il est devenu en tant que cinéaste. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire, le film vaut son pesant de cacahuètes. Donc j'ai envie de dire, plutôt que d'être une simple bonne suite, et, c'est avant tout une belle réussite. Et c'est donc chaudement que je vous recommande ce Beetlejuice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les différents réseaux, hein, Facebook, X, Instagram, Captain Watch. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour continuer la rétrospective consacrée à la trilogie d'Apu de Satya Ghire. Je reviendrai également sur deux films récents que j'ai vus en salle, donc Speak No Evil et également La Nuit se traîne, et également pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Salut, salut, ciao.